l'aigle américain est très présent, oui, parce qu'en fait, ce sont des relations triangulaires, et le rapprochement entre l'ours et le dragon est dû à l'hostilité des États-Unis. Et en fait, il y a un adage en diplomatie qui est « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Alors le dragon poursuit sa course en tête, pas seulement d'ailleurs par rapport à la Russie, mais également par rapport aux États-Unis, puisque la Chine est devenue non seulement le premier exportateur de véhicules électriques, ce dont l'Union européenne souffre beaucoup, mais également l'intelligence artificielle et DeepSeek. Et on se trouve dans un monde où qui est structuré justement par cette rivalité entre les États-Unis et la Chine qu'on appelle le piège de Thucydide, où la puissance confirmée, les États-Unis ont peur de la puissance montante, et ce qui génère une forme de paranoïa. Mais la Russie, de toute façon, s'est enfermée dans cette guerre en Ukraine, qui est absurde et qui, aujourd'hui, conduit au ralentissement de l'économie de manière très préoccupante. Et au fait d'être presque inféodée à la puissance chinoise, enfin dépendante de la puissance chinoise. Elle est dépendante en ce sens qu'effectivement, puisqu'il y a des sanctions qui visent la Russie, la Russie s'en sort en vendant son pétrole, son gaz à la Chine, et la Chine fournit aussi, avec les machines-outils qui ne sont pas interdites, les composants digitaux ce qu'on appelle les biens à double usage, et qui sont utiles pour l'effort de guerre russe contre la Russie. Alors, dans la montée de ces deux puissances, il y a peut-être un point commun, c'est une idée de vengeance. Les Russes veulent se manger de l'humiliation de la chute de l'Union soviétique, où ils ont été traités un peu avec légèreté par les capitalistes, disons, et la Chine n'a jamais digéré les traités inégaux. Est-ce qu'il y a cette vengeance et ça les rapproche entre eux? Oui, il y a cette notion d'humiliation qui en fait est très importante dans les relations internationales. On pense toujours à l'intérêt des États. Et alors moi j'ai fait des études d'histoire à la Sorbonne, et c'était ce qu'on appelle l'école des annales. Les annales, c'était le temps long, c'était les mouvements économiques, sociaux, démographiques. Mais en réalité, mon constat dans toute ma vie diplomatique, plus de 40 ans, c'est qu'en fait, les individus comptent. C'est la guerre de Poutine, ça a été la réforme de Gorbatchev, parce que je raconte aussi, ça c'était dans le livre précédent, mes mémoires, Madame l'ambassadeur, la période de réforme et d'ouverture de l'Union soviétique. Et donc ce sentiment d'humiliation est très fort en Russie. C'est effectivement après la chute de l'URSS où on a considéré avec condescendance la Russie, qui ne comptait plus sur la scène internationale. On l'a vu par exemple au Kosovo, quand il y a eu des bombardements tout à fait illégaux contre la Serbie et contre l'intérêt de la Russie. Et pour la Chine, le sentiment d'humiliation est plus ancien, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'histoire. C'est effectivement entre les guerres de l'opium. Si vous vous souvenez bien, c'est les Britanniques qui... Le sac du palais d'été. Le sac du palais d'été, absolument. Et il y avait un déficit commercial pour les Britanniques parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à vendre. Et ils se sont dit qu'ils allaient forcer les Chinois à importer de l'opium. Et ça a dégénéré puisqu'il y a eu 2 guerres de l'opium et que la Chine a été complètement détruite par ça. La Chine était auparavant une des plus grandes puissances mondiales, sinon la plus grande puissance. Et donc le souci de Xi Jinping, et il le dit depuis son arrivée au pouvoir en 2012, c'est de réaliser le rêve chinois, donc en 1949, 100 ans après la prise du pouvoir par Mao, et devenir... Alors il dit jamais d'ailleurs la plus grande puissance, mais c'est implicite puisqu'il n'y en a qu'une autre avec laquelle la Chine peut rivaliser. Alors les rapports de la Russie et de la Chine ne datent pas d'aujourd'hui. À l'origine, quel était le premier contact entre les deux